Antenne de 20h, le journal présenté par Hervé Claude. Bonsoir, un record du monde dans l'espace. Un soviétique est resté 326 jours dans une station spatiale. Il est rentré aujourd'hui, ce sont maintenant les médecins qui se penchent sur son cas. Négociation de la dernière chance demain sur le financement de l'assurance chômage. Faute d'accord entre patronat et syndicats, l'État prendrait en charge l'indemnisation des chômeurs. Le doute en Israël. Après 15 jours de violence et la tenue des premiers procès de Palestiniens, l'opinion publique s'interroge sur la façon de résoudre la crise dans les territoires occupés. Événement politico-littéraire en URSS, après 30 ans d'interdiction, le docteur Jivago va être publié. Son auteur, Pasternak, avait été réhabilité il y a quelques semaines. Les Télétoniens sont formidables. Ils ont déjà envoyé 130 millions de francs sur les 180 promis et les dons continuent à arriver. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Il s'appelle Yuri Romanenko. Il a 43 ans. L'année 87, une année de sa vie, presque, il l'a passé autour de la Terre, dans l'espace, dans une station spatiale. Personne n'était resté aussi longtemps là-haut. Tout à l'heure, sa capsule Soyouz TM3 s'est posée sans problème dans les steppes du Kazakhstan. Philippe Dumez. Une petite boule noire dans cette plaine enneigée, c'est la capsule Soyouz TM3 qui a ramené ce matin Yuri Romanenko et ses deux compagnons. Atterrissage en douceur pour cet habitacle qui a permis aux 3 cosmonautes de rentrer sur Terre sans dommage. Romanenko, le voilà, visiblement heureux de se retrouver sur le plancher des vaches. Je suis satisfait du travail accompli, mais je suis aussi content de retrouver mes camarades, a-t-il simplement déclaré. Cela étant, il a fallu le porter en civière pour l'amener à l'hélicoptère sanitaire venu le récupérer. Son long séjour dans l'espace va lui imposer certaines contraintes physiques. Cette mission de plus de 10 mois est incontestablement un succès de la conquête et de l'utilisation de l'espace. Il préfigure aussi les vols de très longue durée et les 2 cosmonautes qui ont remplacé Romanenko dans la station Mir sont là-haut en principe pour une année entière. Récompense pour Romanenko, il va avoir droit à 6 semaines de vacances avec sa famille. Mais ce sont maintenant les médecins qui vont observer avec une grande attention sa santé. Un séjour prolongé dans l'espace n'est pas anodin pour le corps. Par exemple, le manque de calcium rend les os très fragiles. Mais bien sûr, un tel séjour a aussi des retombées positives pour le spationaute et pour la science. Romanenko a par exemple grandi de plusieurs centimètres en restant presque un an dans l'espace. Pour les autres conséquences, la consultation médicale de Jean-Daniel Flézaquier. Chaque cosmonaute qui redescend sur Terre apporte avec lui une mine de renseignements médicaux qui vont permettre de mieux comprendre certaines affections des vaisseaux sanguins qui nous touchent, nous, simples terriens. Ainsi, dans l'espace, le sang se concentre entre la tête et les cuisses. Les veines des membres inférieurs ne travaillent quasiment pas. À cause de cela, à leur retour, et quand ils passent de la position assise à la position debout, les cosmonautes ont une chute de tension, ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Grâce à Romanenko et aux autres, on a déjà mieux compris les mécanismes de cette affection qui touche des milliers de personnes. On a aussi constaté que dans l'espace, les vaisseaux du cerveau encaissaient des pressions 10 à 15 fois supérieures à ce que nous connaissons sur Terre. Une découverte qui permettra de mieux comprendre pourquoi ces vaisseaux seront plutôt à un endroit qu'à un autre. Enfin, et toujours grâce à l'absence de pesanteur qui facilite bien les choses, on a pu synthétiser dans l'espace des substances d'une très grande pureté et en particulier des médicaments. Très bientôt, on emportera donc des cultures de bactéries et de levures, véritables petites usines de génie génétique qui fabriqueront des médicaments pour lutter contre l'anémie ou encore contre les virus. Et on est encore bien loin d'imaginer tous les bienfaits qui vont nous venir du ciel. Israël et les territoires occupés, un conflit qui s'enlise. Il n'y a pas eu de nouveaux incidents aujourd'hui, mais l'affaire a maintenant des prolongements internationaux. Washington, vous le savez, a fait part de son inquiétude. La CE, la Commission européenne, vient de décider une aide d'urgence pour les Palestiniens des territoires occupés. Au même moment, Israël a décidé de tripler le nombre de ses soldats à Gaza, car vendredi prochain, ce sera un jour important pour les Palestiniens, ce sera le jour du Fatah. Un conflit en tout cas qui divise l'opinion israélienne. Charles Anderlin à Jérusalem. Ça, c'était le tribunal militaire de Hébron ce matin.
Un chef de village des environs de Bethléem était venu assister au procès de son fils, un jeune de 20 ans accusé d'avoir organisé des manifestations il y a une dizaine de jours. Les jeunes Palestiniens se succèdent devant ce juge, un commandant. Des avocats palestiniens et maître Felicia Langer, une avocate israélienne proche du Parti communiste, protestent contre la procédure. En Cisjordanie, 200 actes d'accusation ont été dressés depuis la semaine dernière. 15 sentences ont été prononcées de 1 à 8 mois de prison ferme pour manifestation illégale et jet de pierre. Le colonel David Yahav, le chef des services juridiques de l'administration israélienne en Cisjordanie, affirme qu'aucun enfant de moins de 14 ans n'est détenu. Soupçonnés de délits graves, quelques-uns entre 14 et 16 ans ont été appréhendés. Ils ont l'âge de la responsabilité pénale selon les lois jordaniennes en vigueur dans la région. Dans tous les cas, dit-il, les personnes condamnées auront la possibilité de faire appel, de recevoir des visites de la Croix-Rouge et de leurs familles. Les procès sont publics. En tout cas, ces procès, les événements de ces dernières semaines, semblent avoir secoué l'homme de la rue en Israël. La situation est très grave. Ça a changé votre oui, point de vue ? absolument. Absolument. Il faut négocier absolument. Le nouveau gouvernement réglera cela politiquement. Vous croyez à un État palestinien, l'autonomie ? Une autonomie. Il serait temps que le gouvernement israélien, quel qu'il soit, trouve avec qui parler. Et je pense que ce qui se passe au niveau juridique, au niveau légal, répond très certainement à ce qui serait arrivé si on avait arrêté un juif qui aurait fait la même chose. Toutes les personnes interrogées, de droite comme de gauche, ont déclaré qu'elles avaient confiance dans la légalité des procès en cours devant les tribunaux militaires. Autre prolongement des manifestations dans certaines capitales, par exemple à Paris ce soir, devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. 800 personnes environ ont manifesté. Ils protestaient contre la répression de l'armée israélienne dans les territoires occupés et ils réclamaient des négociations avec les Palestiniens. Je vous propose maintenant de voir le reste de l'information internationale avec Isabelle Staes. Le groupe Abu Nidal annonce la libération des 2 petites Françaises, Virginie et Marie-Laure. Elles se trouvent parmi les 8 passagers du Silco, arraisonnés le mois dernier au large d'Israël. Le groupe palestinien affirme que les 2 fillettes seront transportées dans une capitale arabe, sans toutefois préciser la date de leur libération. Mikhail Gorbatchev reçoit Franz Josef Strauß, le chef de la droite conservatrice ouest-allemande et ministre-président de Bavière. Des entretiens consacrés au désarmement et aux échanges entre les 2 pays. M. Strauß a soutenu l'idée d'activer la coopération soviéto-ouest-allemande, a indiqué la télévision soviétique. Le dollar continue de baisser, 5,38 francs, le billet vert perd du terrain à Paris. À Francfort et Tokyo, il s'est stabilisé à ses plus bas niveaux historiques. Sur toutes les places financières, le scepticisme persiste, malgré la volonté déclarée des États-Unis de stabiliser leur monnaie. Conséquence de cette nouvelle baisse du dollar sur les marchés financiers, un nouveau glissement sur les marchés boursiers. Cette fois, exemple à Paris, les valeurs françaises se sont finalement repliées de 0,23%. C'est tout de même beaucoup moins qu'hier. Un chiffre encore, celui de l'INSEE, l'indice des prix pour le mois de novembre. C'est en fait une confirmation de l'indice INSEE du mois de novembre. Donc, les prix ont augmenté en un mois de 0,1%. C'est un bon indice. Demain, une réunion très importante à Paris sur le problème de l'assurance chômage. Face à face, le patronat et les syndicats. Ils doivent à tout prix se mettre d'accord sur les économies à faire à l'UNEDIC. C'est un grave problème car l'actuelle convention se termine le 31 décembre. Il faut savoir que 2 300 000 Français sont concernés par les décisions qui vont être prises. Alain Doubesky. Demain, il faudra qu'un accord soit trouvé entre syndicats et patronat, sinon la gestion paritaire de l'UNEDIC aura vécu et c'est l'État qui prendra en main les destinées de l'assurance chômage. Le 31 décembre, en effet, se termine la convention qui lie tous les 2 ans employeurs et salariés. Mais, problème, le déficit de l'UNEDIC atteindra près de 15 milliards de francs fin 89 si aucune recette, aucune mesure nouvelle d'économie n'est décidée. Il faut donc négocier. Patronat et syndicats, la CGT mise à part, sont d'accord sur un point. Augmenter la cotisation de 0,3%. Elle est actuellement de 4,58% du salaire. C'est sur les mesures d'économie que les divergences apparaissent. Le CNPF propose en particulier de ne pas payer les tout premiers jours de chômage. C'est ce fameux différé que les syndicats refusent, qu'il soit de 10 jours ou même de 5 jours.
De leur côté, ces syndicats réclament un effort accru des pouvoirs publics en matière de formation professionnelle, donc une entrée plus rapide des chômeurs en stage de formation. À cette aide de l'État, le ministre du Travail répond favorablement, mais à une condition, que les partenaires sociaux se mettent d'abord d'accord entre eux sur tout le reste. En politique, d'abord ce sondage BVA pour Paris Match. À l'élection présidentielle, la gauche gagnerait au deuxième tour dans 3 cas sur 4 selon ce sondage. François Mitterrand gagnerait dans tous les cas, que ce soit face à Raymond Barre ou à Jacques Chirac. Michel Rocard gagnerait contre Chirac, mais perdrait contre Barre. En Nouvelle-Calédonie, Yewene a introduit un pourvoi en cassation. Le numéro 2 des indépendantistes du FLNKS s'est pourvu contre l'arrêt de la cour de Nouméa qu'il place sous contrôle judiciaire. Et puis M. Yewene a d'autre part appelé le gouvernement et les Calédoniens au dialogue. La neige maintenant, parlons-en puisqu'elle manque. D'ailleurs à Noël, elle manque presque tous les ans, il faut bien le dire. Et tous ceux qui sont partis au sport d'hiver pour ces vacances scrutent le ciel avec attention, en attendant bien sûr les flocons. Enfin pas tous, ce sont surtout ceux qui sont partis dans les Alpes du Nord, qui ne voient pour l'instant rien venir. Reportage à Saint-Gervais, Gilles Cosanet et Thierry Calmette. Dernier né des sports d'hiver, le golf. À Saint-Gervais, plus de pistes noires, rouges ou blanches, des greens. 18 trous et plus de bosses. Certains intoxiqués de la poudreuse y voient même un avantage. Le ski, j'en avais un petit peu marre et finalement, ça me fait du bien de faire du golf plutôt. C'est un sport plus reposant. Je suis venu de Hollande pour faire le ski ici. Pas trop déçu? Non, il fait beau et je peux jouer le golf. Si le swing remplace le chousse, le manque de neige représente une perte sèche pour cette activité saisonnière. 40% seulement des 10 000 professionnels du ski travaillent en ce moment dans la région Rhône-Alpes. Toute l'activité économique et touristique est paralysée par l'hiver trop clément. Pratiquement aucune remontée mécanique ne tourne. C'est un manque à gagner important qui ne pourra pas être rattrapé. Aucun restaurant d'altitude ne fonctionne. Et effectivement, il y a, sinon un mécontentement, au moins une désillusion de la part des gens qui sont venus chercher la neige. Les responsables des stations de sport d'hiver rivalisent d'ingéniosité pour occuper les vacanciers. Cheval, patinoire, ski sur herbe. Ici, sur un parc de location de 450 paires de skis, un commerçant n'en a placé que 10. Les plus touchés, les moniteurs de ski. À Saint-Gervais, sur 70 moniteurs, 10 à peine ont trouvé des clients ailleurs. Pas de neige, pas de salaire. Profession libérale, on n'a pas droit au chômage et donc automatiquement on est lésé, on n'a droit à rien. Les gens qui ont la chance de travailler dans le bâtiment ou autre chose peuvent continuer leur travail d'été. C'est pas le cas de tout le monde parce que beaucoup de gens justement arrêtent leur profession d'été à la fin du mois de novembre. Le syndicat national des téléphériques a demandé l'aide de l'État pour les exploitants. Les vacanciers, eux, se consolent en appréciant le repos et l'air pur. Pas de jambes cassées cette année et beaucoup de soleil. J'ajoute que le manque de neige perturbe aussi la Coupe du Monde de ski. Les épreuves de Megève le 5 janvier et de Garmisch-Partenkirchen le 10 ont été annulées et auront lieu dans d'autres stations, vraisemblablement Tignes et Val d'Isère. Sans rapport avec la neige, un curieux phénomène géologique. Ça se passe dans le Haut-Var. Les deux communes de Tourette et de Fayence vivent maintenant au bord d'un gouffre de 50 mètres de profondeur. Regardez, un ruisseau, le Chautard, a disparu sous terre dans un trou de plus de 12 mètres de diamètre. Et ce, à quelques mètres des dernières maisons en construction du paisible village de Tourette. Les habitants se demandent maintenant si cela ne va pas leur coûter plus cher que le trou de la sécurité sociale. Action directe. Le groupe terroriste fait de nouveau parler de lui. Mais est-ce vraiment action directe? C'est la question. Car en principe, tous les leaders d'action directe sont maintenant sous les verrous. Ce qui est sûr, c'est que le juge Bruguière, chargé des principales affaires de terrorisme, vient de recevoir une lettre de menace. Emmanuel Vanier. Deuxième menace en moins d'un an contre le juge Bruguière. En janvier dernier, une grenade désamorcée ici même à son ancien domicile, attentat manqué, revendiqué par un homme se réclamant d'action directe. Et puis hier, c'est une lettre que le juge a reçue. Une lettre anonyme, manuscrite, rédigée sous forme de vœux. Bon Noël pour l'année 87, bon Noël pour l'année 88, une phrase assortie d'un point d'interrogation menaçant. La signature, c'est un dessin grossier de cette étoile à 5 branches, le sigle d'action directe. Des menaces prises au sérieux par les enquêteurs. Dans quelques jours, ce sera l'ouverture à Paris du procès d'action directe. Plus inquiétant encore, le courrier est parvenu au nouveau domicile du juge, une adresse pourtant ultra confidentielle.
Alors, qui a pu écrire ce message? Les dirigeants d'Action Directe ont été arrêtés ici, à Vitry-aux-Loges, voici 10 mois. La branche lyonnaise a elle aussi été démantelée, mais tout récemment, Max Frérot avait déclaré lors de son arrestation qu'Action Directe n'avait pas disparu pour autant, des menaces qui aujourd'hui inquiètent les policiers. Affaire de terrorisme encore, les inspecteurs de la DST ont découvert une seconde cache d'armes en forêt de Fontainebleau, une poubelle enfouie dans le sol, non loin d'une autre poubelle mise à jour le 26 mai dernier qui renfermait effectivement toutes sortes d'armes qui appartenaient au réseau de Fouad Ali Saleh. Mais cette fois, la poubelle était vide, il semble que les armes aient été vidées depuis pas mal de temps déjà. En cette fin d'année 87, hommage à l'un de nos confrères, un petit poussé de la presse qui a beaucoup de talent. Il s'agit de la Presse de la Manche, ce journal départemental qui, par parenthèse, est l'un des rares qui n'appartiennent pas à un grand groupe de presse. Ce journal, donc la Presse de la Manche, s'est payé le luxe de sortir deux des plus grosses affaires de l'année. Tout récemment, l'affaire du veau aux hormones, mais surtout, c'est lui qui a sorti l'affaire Lucher, les ventes d'armes à l'Iran. Deux sacrés scoops. Patrice Velay. L'affaire des veaux aux hormones, pas vraiment un scoop des journaux parisiens. Cette enquête, c'est un bon coup de la Presse de la Manche. 24 journalistes sur la moitié d'un département. Une enquête, une équipe jeune et accrocheuse qui s'intéresse autant à la kermesse locale qu'aux enquêtes internationales. Résultat, des ventes en hausse, 7,5% de mieux pour 1987. Le secret de cette réussite, de la chance et du talent bien sûr, de la stratégie aussi. Il faut effectivement garder des informations, engranger des informations pour les sortir à coup sûr et au meilleur moment, parce qu'il y a des moments de déclenchement psychologique qu'on constate dans toute information. Et pour nous, il est indispensable d'avoir des preuves, des documents irréfutables, etc. Il faut avoir rassemblé tout cela avant de sortir quoi que ce soit. Des scoops pas toujours bien reçus par les premiers concernés. Après l'affaire Lucher, les dockers du port gardent une dent contre la Presse de la Manche. La peur de perdre leur emploi sans doute. Dans les kiosques, Ouest France, le grand quotidien régional, se fait tout petit. La concurrence, ça fait mal au moral. Quand on voit sortir deux scoops comme ça, on rentre d'abord dans une colère furieuse. On essaie de dégonfler l'affaire, on essaie de se dire que ça ne vaut rien. Et puis au bout de quelques heures ou quelques jours, on devient sport, on dit que c'est très bien, parce que c'est la loi du métier, parce que c'est eux, c'est aujourd'hui, demain ce sera nous, et puis on tire son chapeau. Pour la Presse de la Manche, l'investigation, ça marche, et ça n'empêche pas les projets rédactionnels. Depuis octobre dernier, le lancement d'une édition spéciale du dimanche. Avec, pour tous les journalistes, un souci principal, conserver leur indépendance par fidélité à Jean-Baptiste Billard, fondateur du journal en 1889. En Union soviétique, la politique rend enfin hommage à la littérature. C'est peut-être parce que Mikhail Gorbatchev publie lui aussi des livres. En tout cas, Boris Pasternak a été réhabilité et son chef-d'œuvre, le docteur Jivago, est enfin publié officiellement. Boris Pasternak, en 1958, avait été contraint par les autorités soviétiques à refuser le prix Nobel de littérature. Corinne Pertuis. Même en plein hiver, on trouve toujours quelqu'un pour vous emmener à la tombe de Boris Pasternak. Une tombe cachée au fin fond du cimetière du village des écrivains, à Peredelskino. Le peuple russe ne peut s'empêcher d'aimer Pasternak. Malgré le scandale, malgré l'interdiction de son livre, le docteur Jivago, il est resté celui que Boukharine avait cité comme le plus grand poète de son époque. Alors même que le docteur Jivago est publié dans toute l'Europe, qu'il est adapté au cinéma par David Lean, le livre ne peut paraître en URSS. L'écrivain y dénonce trop ouvertement l'idéologie révolutionnaire. Pris dans les tourbillons de la révolution et d'un amour impossible pour Lara, le poète, le docteur Jivago, s'en remet plus à la providence qu'au pouvoir central. Mais ce que les autorités soviétiques ne peuvent supporter, c'est que le héros révolutionnaire, l'instituteur, y soit décrit comme un être médiocre et intellectuellement stérile. En 1958, Pasternak est contraint à refuser le prix Nobel. Il est exclu de l'Union des écrivains. À partir du mois prochain, c'est la revue Novi Mir, qui devait déjà publier le docteur Jivago il y a 30 ans, qui va le faire. 30 ans après, Pasternak est réhabilité. La réhabilitation s'est passée ici, dans cette salle. Je présidais la séance. Il y avait là les 10 directeurs de l'Union des écrivains du RSS.
Nous avons constaté que Pasternak avait été injustement rejeté de la littérature, alors que c'est un grand poète. Il a résisté à l'épreuve du temps, le peuple l'aime, et c'est une preuve. Il faut lui restituer la place qu'il mérite et supprimer cette injustice. Nous avons pris la décision de le faire entrer à nouveau à l'Union des écrivains. Même si c'est à titre posthume, il vaut mieux le faire maintenant. Le problème avec l'édition des livres de Pasternak, c'est qu'ils vont être vite introuvables. Dès qu'il va paraître, on va se l'arracher. Imaginez que la moitié de la population adulte veuille se procurer un livre. On a beau tirer 1 million d'exemplaires du Docteur Zhivago, ce n'est toujours pas assez. Aujourd'hui, un autre prix Nobel russe devrait être publié en URSS. Le prix Nobel de cette année, Alexandre Brodsky. Mais Alexandre Brodsky a un lourd handicap à surmonter. Il est émigré aux États-Unis, ce qui est toujours mal vu, même partant de Glasnost. Et après la littérature, le football, ce n'est pas Bernard Pivot qui m'en voudra. Le meilleur footballeur européen en 87 est le néerlandais Gullit. Il a été sacré, je vous le disais hier, ballon d'or par un jury international pour France Football. Gullit, c'est un sacré footballeur, bourré de talent et aussi une personnalité originale. Jean Mamère. Une nouvelle étoile de l'Europe du football est née. Un nom aux intonations de feuilleton policier pour un véritable canonnier des stades. Gullit, plus gros transfert de la saison 87, est aussi le plus rentable. Puissance, adresse et intelligence de jeu, il sait tout faire. Contesté lors de son arrivée au Milan AC, Gullit est devenu l'étranger numéro 1 en Italie et l'on comprend mieux pourquoi. Gullit ne passe pas inaperçu sur un terrain car s'il n'a pas ou presque pas de palmarès, il a un look particulier et des idées bien arrêtées. Il est décidé à amplifier sa lutte contre l'apartheid, pas forcément en chanson, quand on vous dit qu'il sait tout faire. Les Français sont gens de parole, en tout cas vous, tous ceux qui avez participé à notre téléthon pour aider les myopathes. Vous vous souvenez qu'après nos 24 heures d'émission consacrées à ce sujet sur Antenne 2, vous aviez promis 181 millions de francs. Eh bien, moins d'un mois après, 130 millions ont déjà été versés et les chèques continuent à arriver. Henri Elie. Pour eux, pour ces grands malades, chèques, argent liquide et mandats arrivent toujours, à tel point que l'Association française contre les myopathies a fait appel à de nombreux commissaires aux comptes pour contrôler ce nouvel afflux. Aujourd'hui, d'encaisser, nous avons 130 millions, c'est-à-dire 13 milliards de centimes, un peu plus de 13 milliards de centimes. Et vous pensez encaisser combien? Et il arrive toujours des chèques aujourd'hui en quantité importante. Vous pensez atteindre la somme de 180 millions de francs ou un petit peu en dessous? Je l'espère. J'espère que nous atteindrons cette somme. Il avait été envisagé une déperdition de l'ordre de 15% et il semblerait que les Français se comportent mieux que les anglo-saxons dans ce domaine et tiennent mieux leurs promesses. 29 heures d'émission non-stop, des moyens techniques et de communication très importants, une grande première animée entre autres est venue spécialement des États-Unis par Jerry Lewis. Toute cette organisation afin que le combat contre les myopathies connaisse en France un grand succès. Ces 130 millions de francs reçus permettront d'établir un programme en 3 points. Tout d'abord, mise en place d'un réseau matériel d'aide directe aux malades, puis mise au point également d'un réseau de consultation pluridisciplinaire. Enfin, en ce qui concerne la recherche fondamentale, des contrats d'association seront proposés à l'État. Et bien sûr, nous continuerons à vous tenir au courant des résultats du Téléthon et de l'utilisation des fonds. La mort de Yannick Andréhy, c'était l'un des grands réalisateurs de la télé, celui par exemple de l'affaire Caillot, qui avait obtenu un 7 d'or. Yannick Andréhy avait réalisé aussi de très nombreuses œuvres, notamment La Dame de Montsoreau et La Chambre des Dames. L'heure de la météo maintenant, avec une étonnante douceur. Contrepartie, bien sûr, le manque de neige dans certaines stations, on l'a vu tout à l'heure. Contrepartie aussi, le brouillard et une série de carambolages et d'accidents. José Blanc-Lapierre. 2 personnes sont mortes et 10 autres ont été blessées en début d'après-midi sur l'autoroute A7. Le brouillard a provoqué la collision de 10 véhicules et 5 poids lourds à la hauteur de Chanas. La visibilité ne dépassait pas 20 mètres. Pour la même raison, un autre carambolage de 70 véhicules s'est produit ce matin entre Écully et Lyon, faisant 13 blessés. Pour les 2 cas, la gendarmerie fait le constat d'une vitesse excessive. Alors, prudence, respectez les consignes de sécurité.
Donc José, voici pour le brouillard, Oui. donc, mais pour la neige, alors qu'est-ce qu'il en est exactement? Effectivement, du nouveau, Hervé, concernant la neige. Les chutes de neige sont prévues à partir de jeudi, au-dessus de 1500 mètres, excepté dans les Pyrénées. Voilà, donc pour demain, une situation inchangée. Attention encore au brouillard quand il sera fréquent et tenace. La situation est la même, donc un anticyclone sur la moitié sud. Et sur la moitié nord, eh bien, quelques nuages qui défilent. Sachez que, nous allons voir cette situation, voici sur les images satellites, sachez que cet anticyclone va se résorber lentement d'ici ce week-end. Il laissera place à de la pluie, mais toujours dans la douceur. Résultat, demain après-midi, demain dans la journée, donc des brouillards lents à se dissiper, particulièrement de Lyon à Dijon et de Bordeaux à Agen. Quand la brume se dissipera, place au soleil. Les nuages se promèneront le long des côtes de la Manche, ils donneront quelques bruines. Les vents de sud-ouest souffleront assez fort. Les éclaircies seront belles. Des Pays de Loire à l'Alsace et jusqu'à la Lorraine, les températures vont s'échelonner de 9 degrés à Dijon, toujours en raison du brouillard, jusqu'à 13 à Rennes et à Nantes sur la moitié sud, 8 à Grenoble, à Agen, 16 à Perpignan et 17 en Corse. Demain, mercredi 30 décembre, n'oubliez pas Roger. Et pour terminer, le hit parade de l'élégance. Vous n'êtes pas concerné, José, il s'agit des hommes. Moi non plus, il s'agit des Américains. La Fondation américaine de la mode a établi son hit parade pour 87. Roger Gomez, Pascal Vanier. Dans la catégorie acteurs, Plastic Arnold et pléthorique Schwarzenegger, image inusable de l'Amérique en biceps et victoire d'une peau de soie. Le jury félicite quand même le tailleur pour les jours où Conan le civilisé est obligé de se couvrir. Dans la catégorie militaire, le lieutenant-colonel North, le beau Holly, médaille d'or pour son camailleux de verre. Ah, le prestige de l'uniforme des Marines. Il lui valut déjà beaucoup de succès. Pendant l'Iron Gate, l'Hollymania n'est pas tout à fait morte. Dans la catégorie homme d'État, enfin, c'est Ronald Reagan, superstar, grâce à un 8 décembre historique pour la coupe de son smoking lors du sommet de Washington. Revanche médiatique de Ronnie sur un autre mannequin de circonstance, Mikhail Gorbatchev. Mauvais point des juges pour l'homme de l'année et son complet bleu sombre, taille 52. Monsieur Gorbatchev pourra toujours chanter que ce jour-là, son couturier venait de l'Ouest. Fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera 23h30 avec Philippe Gassot. Passez une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir et à demain.